Docteur Henri Oncourt, merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. Merci à vous, merci d'incarner un bon journalisme de liberté et avec des valeurs, je l'espère. Bon journaliste, attendez la fin de l'entrevue pour vous prononcer, madame. Vous êtes l'auteur d'un best-seller, Les Apprentis sorciers, publié aux éditions Albin Michel, Versilio, livre dans lequel vous revenez sur toute la question de la vaccination, en particulier la vaccination ARN-M, ARN messager. C'est un livre qui, à la fois, vous vaut des critiques élogieuses, mais également des critiques plus négatives. Avant de commencer, je précise que vous êtes experte de l'ARN, vous êtes lauréate du prix Eisenhower Fellowship, vous êtes généticienne, vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche durant votre carrière. Et malgré tout, malgré cette expertise, certains associe ce livre-là à ce qu'on appelle le complotisme. Qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs d'être accusé, encore une fois, de faire partie de la complosphère? Je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite parce que la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était parce que justement je voulais partager avec le public de façon large la possibilité d'expliquer ce qu'est notre patrimoine génétique, notre ADN, notre ARN, et dans ce contexte-là, d'expliquer plus spécifiquement c'est quoi l'ARN messager et c'est quoi la technologie d'ARN messager. En faire un pamphlet qui représenterait un courant qui soit complotiste, anti-vax ou politique, c'est quelque chose, c'est un procès de mauvaise intention puisque à la demande de mon éditeur Albin Michel, justement pour préempter cela, nous avons convenu que je m'exprimerais sur le fait que je n'étais pas complotiste. Si je l'étais, je l'assumerais bien volontiers, puisque vous voyez que j'assume des positions qui peuvent être pensées controversiales. J'ai aussi précisé le fait que je n'étais pas d'extrême droite. Donc, il est très détestable de voir que finalement, quand vous précisez les choses en mettant en carte sur table au public et aux journalistes, ils n'en tiennent même pas compte et en fait ils font comme si vous n'aviez rien dit et continuent avec leurs vieilles étiquettes. Autre point d'étiquette que j'ai trouvé absolument détestable, c'était le business des livres complotistes, je crois, ou quelque chose comme ça. Or, tous mes droits d'auteur, lorsque j'ai annoncé le livre, de la sortie du livre, j'ai annoncé à l'avance que mes droits d'auteur iraient tous à une partie de la population en France qui a été totalement victime de cette politique sanitaire. On les appelle les suspendus, on reviendra peut-être dessus. Donc voilà typiquement le fait que finalement les journalistes continuent à parler, quoi qu'il en soit. Oui, parce que quand même, la presse est... Bon, je l'ai dit, a été d'un côté élogieuse, mais d'un autre côté très, très dure à votre endroit. Il y a des articles assez étonnants, du moins étonnants dans un contexte qu'on connaît de régression de la liberté d'expression. Mais bon, on vous reproche par exemple d'avoir une thèse religieuse au point, à l'Express, on vous accuse d'avoir changé de camp, de présenter des contre-vérités. On vous accuse également d'avoir été récupéré par l'extrême droite, Florent Philippot, qui dit un leader d'un parti de droite, qui aurait fait l'éloge de votre livre. Est-ce que ça vous étonne quand même de voir que même pourquoi un an presque après le début de la pandémie, la fin de la pandémie, c'est-à-dire, on ne soit pas capable encore d'avoir un débat qui soit digne de ce nom en France, alors que c'est le pays des Lumières, c'est le pays du débat, etc. Ouais. Que des personnalités publiques s'expriment de façon positive sur mon livre, je crois qu'ils ont bien le droit. Est-ce que peut-être que quelqu'un aime ce que vous faites, vous êtes nécessairement affiché avec lui. Encore une fois, un amalgame qui ne tient pas. Je me permets de citer mon livre où je dis « La presse m'a d'un coup dit d'extrême droite. Je ne le suis pas. Je n'ai d'ailleurs jamais adhéré ni exprimé mon soutien à un parti politique. » C'est important parce que si ça l'avait été,
j'aurais bien assumé. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est-à-dire que si ça avait été la vérité, non, j'aurais assumé, effectivement. Mais ça n'est pas la vérité. Et donc, j'ai toujours dit, à partir des 18 ans, je me suis ressentie comme orpheline d'un parti politique parce que j'étais allée voir tous les partis politiques et pour le moment, j'avais pas trouvé chaussure à mon pied. Et puis, les années ont passé. Il se trouve que je reste orpheline d'un parti politique. Justement, c'est intéressant. Vous dites que vous n'avez jamais, soutenu publiquement un parti politique. Est-ce que, comme scientifique, comme chercheur de renom, est-ce que vous avez l'impression qu'on a en quelque sorte politisé une question qui relevait d'abord de la science et qu'on a fait de la science peut-être une sorte de dogme ou... C'est ça. En fait, vous êtes accusé de ce que eux-mêmes ont pratiqué. Donc, on m'a aussi accusé, vous avez raison, sur des positions religieuses. Je laisse libre à chacun la possibilité de lire mon livre et de voir où est-ce qu'il trouve des thèses religieuses. En fait, je ne cite que des documents de l'OMS, du CDC américain, de publications scientifiques, de la mainstream media, c'est tout. Donc en fait, c'est encore une fois un procès d'intention. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pourquoi on me fait un tel procès, c'est qu'à mon avis, eux ont développé comme une espèce de religiosité de cette vaccination est la seule chose qui peut nous sortir de là. L'espèce de planche de salut. Oui, c'est ça. Et au tout début, dans le premier chapitre, je reviens sur les expressions qui ont été dites par nos hommes politiques, par notre président de la République. L'espoir est là, dans ce vaccin. Mais il y a comme un côté religieux quand vous dites... Parce que c'est eschatologique. Eschatologique. Angela Merkel, depuis quelques jours, l'espoir a un visage. Ils parlent tous d'espoir, celui des premiers vaccinés. Alors après, quand je dis religion, Joe Biden, il ne s'agit pas de liberté, dit-il, ou de choix personnel, mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous. Et il dit ça en septembre 2021. Mais comment le sait-il? Il ne peut pas le savoir puisqu'elle n'avait jamais été mise en œuvre. Donc, vous voyez là que c'est en fait Et puis, Vladimir Poutine, la propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination. Ah bon? Mais comment sait-on tout cela? C'est un autre vaccin aussi. Oui, mais qu'importe, c'est le problème d'un positionnement tout à fait sectaire en disant la porte de sortie d'une crise, si tant est qu'il y a eu une crise, parce que ça, il faut quand même revenir un petit peu dessus. On a quand même des données sur lesquelles on est obligé de refléter aujourd'hui, qui ont été publiées depuis mon livre, donc je pense que c'est important de recontextualiser toujours ce qu'on dit. Ils ont eu ce positionnement de hors vaccination, point de salut. Vous décrivez de très nombreux effets secondaires du vaccin. Bon, vous parlez également, vous évoquez une sorte de reprogrammation génétique produite par l'injection ARN. Mais donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, Dr Henri Aucote? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire attendre? Bon, vous le dites, là, le vaccin était conçu trop vite, dans l'urgence. Donc, on s'est trompé. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il y a deux niveaux à votre question. Il y a le premier niveau qui est qu'est-ce qu'on aurait dû faire compte tenu de tout ce que nous savons aujourd'hui. Compte tenu de tout ce que nous savons aujourd'hui, l'urgence était de ne rien faire de différent de tout ce que nous avions fait jusqu'à présent. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons maintenant des éléments dans différents pays avec différentes approches qui montrent que SARS-CoV-2 circulait dans différents pays depuis mars 2019. Je n'ai pas entendu qu'il y ait eu une hécatombe. Et même à Londres, 6-7 mois avant, là, une donnée aussi qu'on avait eue. Voilà, les pays en gros qui ont publié dessus, c'était... au tout départ, ça a été la Thaïlande qui a dit dès janvier 2020, il y avait des cas. Après, c'était le NIH qui a communiqué sur le fait qu'en décembre 2019, il y avait déjà des cas de SARS-CoV-2. Donc décembre, ça veut dire un hiver. Ça veut dire le pire des moments et puis vous remontez comme ça dans le temps, vous allez dans différents pays, France, Italie, Brésil, et donc vous vous apercevez que le SARS-CoV-2, que ce soit en regardant les anticorps des gens ou que ce soit en regardant les eaux usées des anciens prélèvements de 2019, on sait que SARS-CoV-2 circulait. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque?
on traitait les pneumonies atypiques avec des antibiotiques. Donc, autrement dit, et on ne confinait pas les populations et on ne les stressait pas en leur expliquant qu'ils vont tous mourir. Donc, effectivement, maintenant, à l'aune de ce que nous savons, je pense qu'il ne fallait rien faire. Maintenant, allons être hypocrites et dire finalement, on croit à cette déclaration faisons comme si nous croyions à cette déclaration de pandémie décrétée par l'OMS. Comment réagir ? Mais laisser le faire comme d'habitude, donc ça veut dire on reprend toutes les pandémies qu'il y a eu dans le passé. Monsieur Fauci l'avait fait, il l'avait publié, donc c'est des publications scientifiques, et on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on regarde de quoi les gens mouraient ou les gens ne mouraient pas. On fait des autopsies complètes, elles ont beaucoup tardé à arriver, et donc on voit de quoi les gens meurent et on réagit en fonction. Tout cela n'a pas été fait. Le virus circulait plusieurs mois, voire une année avant même le déclenchement de l'état d'urgence, mais quand même, il y a eu une vague, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, il y a eu une augmentation des cas et les urgences se sont retrouvées saturées ou vous relativisez ce moment-là où quand même, partout dans le monde, à peu près... Mars 2020. Il se passe quelque chose quand même. Là. On assiste à une accélération quand même des cas. Alors, pas partout dans le monde, dans l'hémisphère nord. Non, vous avez raison, parce que c'est venu peut-être 6 mois après en Amérique latine. En Amérique latine, exactement. Oui. Une espèce de vague à rebours. Voilà. Donc, il y a quand même une notion quand même d'hémisphère aussi. Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne précision. Ouais. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? En fait, excusez-moi de repréciser, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 dans tous ces pays? Quelle est la chose commune qu'il y a eu? Comme il y a eu déclaration de pandémie, il y a eu confinement. C'est-à-dire, les gens étaient en vase clos. Et donc, si jamais il y avait quelqu'un dans une famille, dans des appartements qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se contaminaient les uns les autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On l'a dit, on traite, depuis quand on traite? Au Doliprane, au paracétamol. Mais le paracétamol, c'est un painkiller. C'est pour faire diminuer la fièvre. Autrement dit, ça n'est pas du tout ça n'a jamais été une molécule de traitement. Donc on a fait croire aux gens qu'on allait qui se traitaient en prenant du paracétamol. Donc on n'a pas traité. Donc d'habitude une grippe, on doit la traiter, on doit se prendre en charge, on prend des vitamines, on l'a tous fait, s'hydrater plus spécifiquement, etc., etc. Donc effectivement, on s'est aperçu qu'il y a eu une augmentation. Donc ça, je ne nie pas cette augmentation. Elle est à relativiser sur la totalité de l'année qui effectivement montre que finalement... Cette vague a été finalement alimentée artificiellement par les confinements qui ont amplifié... C'est ça, oui, par une panique. Effectivement, quand on vous dit tous les jours vous allez mourir, Donc on a un peu d'effet de défense naturelle. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées, mais ce que je comprends pas aussi, c'est que moi j'ai eu des amis dans les services en mars 2020 qui disaient il ne se passe rien. Donc en fait, il y avait des hôpitaux où il se passait des choses et puis des hôpitaux où il ne se passait rien. Honnêtement, c'est très très difficile de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Sur le plan politique, là, parce qu'on a quand même à l'échelle... Alors, à l'échelle, moi j'ai fait une étude à l'échelle de la France au niveau des différents départements. Et j'ai regardé quand en mars 2020 il y avait eu un pic. Après ça, il n'y avait pas d'autres vagues. Quand le pic était important. Quand maintenant le pic était inexistant dans certaines régions de France, il y avait un rattrapage lorsqu'on avait finalement libéré et puis au prochain confinement. Quand il y avait eu un petit peu, il y avait comme une espèce de courbe en U. Donc on voit bien là qu'il y a un effet artificiel de toutes les mesures politiques et non sanitaires qui ont été prises à cette occasion-là. C'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, elle peut être complétée et je suis très ouverte à la discussion. D'ailleurs, vous n'abordez pas vraiment les motivations politiques et idéologiques des acteurs. Évidemment, vous êtes dans votre domaine. Voilà. Mais quand même, si vous voulez vous avancer sur cette question-là, donc vous décrivez vraiment les mécanismes, comment ça marche l'ARN.
c'est très instructif pour les gens qui sont... mais c'est très accessible aussi pour le commun des mortels. Oui, c'est ce que les gens disent. Moi qui ne suis pas issu des sciences c'est pour pures. ça. En fait, je pense que le succès de ce livre tient à cela, c'est que les gens se disent « Oh là là, ça va être un bouquin scientifique ». C'est un bouquin hyper scientifique qui les met au courant de recherches qui ont été très récentes. Cependant, c'est mis dans des mots simples qui fait que normalement, c'est accessible à tout le monde. Enfin, vraiment, les gens me disent, mais la première fois, je l'ai lu comme un roman, et comme j'ai vu que c'était dense, je l'ai relu pour prendre le temps de comprendre. Mais quand même, les motivations politiques, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, certaines personnes parlent de l'influence des cabinets conseils comme McKinsey, mais pourquoi quand même une telle homogénéisation des mesures sanitaires à l'échelle mondiale? C'est quand même assez impressionnant. Impressionnant. À quel point tout était uniforme. C'est ça qui frappe l'imaginaire. C'est frappant. Même de la Russie, presque. Moi, j'étais à l'île Maurice, en plus, donc j'ai bien vu. Et, oui, premier confinement. OK. Donc en fait, nous, on voyait les Français débarquer à l'île Maurice en disant, ils sont fous en France. Ils nous ont confinés et il a fallu attendre 15 jours et nous-mêmes, nous étions confinés. Ils ont parti dans des délires où ils fermaient du jour au lendemain les échoppes pour l'alimentation. Enfin, c'est comme vous dites, c'est stupéfiant et on voit bien que ce sont des mesures gouvernementales politiques. En aucun cas, cela correspond à des mesures sanitaires inspirées de toutes nos connaissances scientifiques et médicales. Si cela avait été inspiré de nos connaissances scientifiques et médicales, deux choses. La première chose, nous n'aurions pas confiné. Parce que confiner n'a aucun sens. Ce qu'on fait, c'est quarantaine. La quarantaine existe et effectivement, elle met de côté ceux qui sont malades d'une maladie qu'on ne connaît pas ou qu'on pense être hyper contagieuse. Ça a un sens. L'autre aspect, si jamais nous avions été scientifique et médical, nous aurions effectivement pris l'exemple sur toutes les précédentes pandémies et qu'est-ce qu'on s'était rendu compte, c'était qu'il fallait traiter aux antibiotiques parce que de quoi les gens meurent, ils ne meurent pas ils ne sont jamais morts dans les pandémies des infections du virus, mais de la fragilisation du virus qui fait que vous avez des infections bactériennes. Donc c'est de bactéries et les bactéries, c'est des antibiotiques. Donc ça peut être des antibiotiques naturels, comme la propolis, mais n'empêche, il y a un moment où voilà ce qui est intéressant de dire, si ça avait été dirigé par et puis au niveau scientifique, nous aurions fait de la recherche sur essayer de faire un vaccin anti-coronavirus, sans être très optimiste parce que les connaissances scientifiques avaient été que ça avait toujours été un échec. Donc on savait, il y a 3 vaccins où on sait que c'est toujours un échec en vaccination, les anti-coronavirus, et là ça a encore été un échec, ça n'a pas fonctionné quand même si les gens multiplient les doses, il faut quand même qu'ils sachent qu'ils ne sont toujours pas protégés par ces vaccins. Oui, on a fait croire que le vaccin protégeait contre la transmission. C'est ça. Donc ça, maintenant, on sait qu'en plus, ils n'avaient même pas été dessinés pour cela. Donc en fait, il n'y avait pas aucune possibilité qu'ils le fassent. Les antibronchiolites, et ça c'est important parce qu'on est en train de développer des antibronchiolites pour les petits bébés à la naissance et puis les personnes âgées, ça n'a jamais fonctionné, ça a toujours été un échec. Et les anti-dengue, ça c'est une fièvre tropicale, ça n'a jamais fonctionné. Donc en fait, il y a quand même des choses qu'on savait au niveau scientifique. Pourquoi on n'a pas tenu compte de tout cela ? Pourquoi n'avons-nous pas tenu compte de l'échec répété de ces technologies d'ARN messager ? Pourquoi tout d'un coup ? Parce qu'on est dans l'urgence. Mais oui, mais pourquoi l'ARN messager ? Qui est une technologie qui n'a jamais abouti. Justement, parlons-en parce que, vous parlez des vaccins COVID, un peu comme si, la majorité était ARN. Vous parlez vraiment d'un point de vue très français. Mais les vaccins COVID... Comment vous voulez dire ça ? C'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, on sait qu'on a eu beaucoup de vaccins chinois, oui, je sais. Vaccins mais russes. j'en parle d'une certaine façon. Pour moi, quand je parle des vaccins anti-coronavirus en disant ça a toujours été un échec chez les animaux comme chez l'homme, pour moi, je mets évidemment tous les vaccins chinois, les Sinopharm, les vaccins russes, etc. Tous. Mais à l'échelle mondiale, l'ARN quand même a été injecté très largement. Mais quand même, il y a beaucoup de vaccins russes et chinois qui ont été... On a parlé d'une diplomatie des vaccins en Amérique latine, etc. Donc, vous n'en parlez pas trop quand même des vaccins COVID qui ne sont pas ARN. Est-ce qu'ils sont meilleurs? AstraZeneca, par exemple. J'en parle d'un revers de la main en disant, à partir du moment où
Je parle aussi d'une publication qui dit que lorsque on savait qu'on allait injecter les gens avec un anti-coronavirus, il fallait les informer spécifiquement qu'il y avait un risque lié à toute vaccination anti-coronavirus. Donc les non-ARN... Donc tous les non-ARN messagers aussi. Et l'autre chose, alors ça je n'en parle pas dans mon livre, mais j'en ai parlé sur des plateaux télévisés, j'ai montré que les pires, vous me parlez de l'effet de mars 2020, mais finalement le pire pic que nous avons eu dans les pays, par exemple Israël, par exemple les Royaumes-Unis, par exemple les Émirats Arabes Unis, le pire pic en mortalité Covid que nous avons eu, il est juste après le début de la campagne de vaccination, dans tous ces pays. Or, ces pays ont vacciné avec parfois ARN messager. C'est ça, c'est qu'il y avait un mélange. Et parfois pas ARN messager, comme par exemple en Angleterre, c'était essentiellement AstraZeneca. Question simple, vous êtes dans un pays comme le Mexique et vous avez le choix entre des vaccins occidentaux, entre guillemets, le vaccin russe, le vaccin chinois. Et, si vous lisez mon livre, vous touchez pas aux anti-coronavirus. Donc qu'est-ce que vous prenez comme... Vous ne prenez pas de vaccination. Parce que mettons, il faut que vous retourniez dans votre pays, vous savez... Vous faites ce que... entre le russe et le Pfizer... Parce que moi, Oui, je comprends bien. C'est quoi entre la peste et le choléra, faut-il choisir? Nous n'avons aucun élément tangible sur lequel je puisse vous dire aujourd'hui mieux vaut aller vers celui-ci ou vers celui-là. Les données ne sont pas disponibles. Ah non, il n'y a pas de comparaison. Hein. On aimerait bien d'ailleurs, et c'est une des raisons pour laquelle je comprends pas non plus qu'on ait par exemple arrêté AstraZeneca et Johnson & Johnson et qu'on n'ait pas arrêté Pfizer et Moderna. Pour moi, ça n'a aucun sens alors qu'ils provoquaient les mêmes effets secondaires. Donc il y a des choses qui n'ont pas de sens. En plus, avec l'ARN messager, il y a une modification génétique et il y a une autre chose. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Dépassons la crise Covid. Nous savons que désormais, ils veulent nous mettre de l'ARN messager. Quand je dis ils, c'est les laboratoires pharmaceutiques, en réponse à toute maladie. Vous ayez un cancer, que vous soyez à risque de malaria, que vous soyez, etc., etc. Donc en fait, on voit bien, et même chez les animaux, dans l'alimentation finalement, au niveau des poissons, donc on voit qu'il y a une espèce de tendance incroyable à déployer l'ARN messager pour tout. Et là, je redis, et je prends le temps finalement, vraiment, je demande aux gens de me lire, parce que d'abord, ils comprendront la beauté de leur patrimoine génétique, et ce livre, il n'est pas que négatif. Enfin, j'espère que vous avez aussi été heureux de vous dire mais comme c'est beau la complexité de notre corps. Enfin, il y a quand même un hymne à cette complexité aussi, en disant bon, on ne sait pas tout, soyons très humbles. Vous en appelez une certaine humilité. Une humilité du chercheur, exactement. À la création qu'est la vie, quoi. En fait, on pourrait dire la création. Alors oui, parce qu'on vous reproche d'être catholique. Voilà, c'est ça. Mais, sans parler de création, mais d'ailleurs, je ne parle pas de création ni de créature dans mon livre. Je fais vraiment toujours très attention. C'est vrai que je suis catholique. Mais on vous l'a reproché, là. On me l'a reproché. Pourquoi on vous reproche d'être catholique, d'ailleurs, en France? C'est intéressant parce qu'en fait, tous les grands scientifiques que je connaisse, notamment le père de la génétique, à savoir Grégoire Mendel, qui était c'était un moine. Et c'est lui qui a fait les lois de génétique sur lesquelles on s'appuie encore et qui n'ont pas pris. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre être croyant, mais c'est presque ridicule de le rappeler. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. C'est simplement en quoi ça me distingue d'autres scientifiques? Simplement que moi, je considère qu'effectivement, il y a probablement la recherche que je fais recherche une logique de création. Moi, maintenant, est-ce que ça change mon daily life? En aucun point. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu une coquetterie d'aimer être un peu comme en silo. Et peut-être parce que je suis française et que c'est tellement mal considéré d'être catholique. Et donc, en fait, pour moi, il y avait... Voilà, j'étais chercheur. Quand je suis chercheur, je suis chercheur. Et quand je parle de science, je parle de science. Si je me mets à parler dans une instance du communautaire,
pas là, je suis à l'aise, décomplexée, et je vais parler plutôt d'aspects rigolos. Le Point, quand ils m'ont allumé, le journal du Point, en fait, ils m'ont allumé sur des questions que j'ai posées. Je me suis amusée, je trouvais que c'était plutôt assez drôle, mais ça n'a pas fait rire tout le monde, visiblement, à dire, mais finalement, le personnage historique de Jésus-Christ, et s'il revenait à notre époque, comment il aurait fait? Est-ce qu'il aurait porté un masque? Est-ce qu'il n'aurait pas touché sa mère? Lui qui touchait les lépreux et qui est très, très iconoclaste finalement dans toute une façon de... Donc je trouvais ça sympathique de faire réfléchir sur finalement la disruption que lui avait apportée sur des tas d'aspects. Non, c'était dans un contexte communautaire, ça n'est pas dans un contexte scientifique ni public. Donc tout ça, j'en parle pas. Donc c'est eux qui en parlent. Peut-être parce que les religions font concurrence à une nouvelle religion séculière qui a été le sanitarisme. Je sais pas. Oui, c'est très joli comme vous dites. Vous êtes sanitariste vous-même? Non, pas trop. Les gens déjà, en général, pour moi, le sanitarisme, il est à l'opposé et l'antipode de la liberté. Et ça, c'est très grave. Donc en fait, le nouveau régime de la pensée là. C'est ça, c'est-à-dire c'est un formatage de dire j'ai la solution. Et moi je dis nul ne détient la vérité. Et justement, philosophiquement, idéologiquement, on a assisté à l'émergence d'un nouveau courant de pensée, le sanitarisme. Mais c'était quoi ce truc-là? On a pensé que l'homme pouvait contrôler tous les aspects de son milieu, mais finalement on a commis plusieurs erreurs. C'est ça les apprentis sorciers, c'est l'homme qui joue à Dieu finalement, vraiment ça. Mais qui se plante dans le processus, c'est-à-dire qu'on n'est pas rendu là. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement j'ai écrit ce livre pour montrer l'humilité qui doit être la nôtre. Nous devons vraiment... En fait, nous sommes... Vous en avez une certaine prudence également. En fait, il s'agit d'écologie. L'écologie nous a rappelé l'importance de la nature et de respecter un certain nombre de fonctionnements de la nature. Eh bien, il n'y a d'écologie pour moi bien vécue que dès lors qu'on considère aussi l'écologie au niveau de l'humain. Autrement dit, qu'on ne va pas faire des modifications génétiques intempestives. De même, en fait, c'est la même question qui se pose, enfin un petit peu plus grave peut-être, j'en sais rien, ou tout aussi grave, que pour les OGM, les organismes génétiquement modifiés ou les humains génétiquement modifiés. À partir de quand cessez-vous de produire cette protéine de virus trafiqué qu'on vous fait produire par l'ARN messager? On ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Donc on vous a injecté un truc sans savoir quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais donc en fait, on joue véritablement aux apprentis sorciers et on fait jouer chaque personne qui reçoit ces injections, lui-même à être un apprenti sorcier d'une certaine façon sur son propre corps. Donc c'est quand même très dérangeant de pas se poser toutes ces questions-là. Et j'espère que mon livre permettra de le faire en urgence parce que les ARN messagers sont dans les starting blocks pour le cancer de la prostate, pour la bronchiolite, pour la malaria en Afrique. Donc ouais, on n'est pas sorti. Êtes-vous déçu de votre pays? En terminant. Mon pays, je ne le résume pas à ses gouvernants, ni à... Donc, non, je crois que mon pays est un beau pays et qui a une très belle histoire d'apport au monde dans une singularité qui est la sienne. Donc je suis fière d'être française. J'ai honte dès lors que effectivement on a pu pratiquer dans un régime qui n'est même pas appelé totalitaire, l'exclusion de personnes qui travaillent honnêtement, qui ont fait des diplômes honnêtes pour s'occuper des gens. Les soignants non vaccinés, les pompiers, les médecins. Ils ont été réintégrés. Je pense que le livre a pu mettre un petit... Ah oui, mais ils pensaient pas les réintégrer. Mais effectivement, quand j'ai dit je mettais tous les droits d'auteur sur les suspendus, ça a fait du buzz, ça a fait parler et du coup, je pense que de là où il serait mort son travail, voilà. Donc on leur a confisqué non seulement un outil de travail,
non seulement le bien qu'il faisait à la société, parce que c'est des métiers qui sont vraiment fondamentaux dans notre société, mais en dans plus... un contexte de pénurie, Ouais, etc. ça, Donc c'est très paradoxal. C'est ça, très paradoxal. Mais finalement, au Québec, on les exclut un moment, si je me souviens bien. Ensuite, bon, on ne pouvait plus se le permettre de les exclure. Enfin, les gens qui étaient, qui avaient contacté le virus, au début, on les excluait. Et ensuite, ils continuent à travailler parce qu'on ne peut pas se permettre de s'en passer. C'est ça. Alors enfin, que nous, on a... vacciné, mais enfin, Voilà, nous, le système s'en est passé, et s'en est passé pendant 606 jours. C'est absolument épouvantable. Donc, c'est quasiment 2 ans. Donc, c'est insupportable, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça, typiquement dans ces cas-là, j'ai honte d'être française parce que nous avons institutionnalisé la ségrégation. Et pour moi, toute ségrégation, qui va à l'encontre des valeurs fondamentales. Quelle que soit la raison de la ségrégation, elle ne peut être justifiée. C'est très intéressant. On parle beaucoup de diversité, d'importance de respecter la diversité culturelle, les minorités. Et tout d'un coup, on crée un nouveau groupe qui c'est ça, de pestiférer et sur lesquels les gens, des médecins osaient dire ah bah oui, mais eux ont pas de greffe d'organes. Enfin, actuellement, j'ai des gens qui m'appellent complètement perturbés parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés, on les met comme étant non prioritaires pour les greffes d'organes sur lesquels ils étaient prioritaires. Donc c'est pas fini la pandémie. Donc pandémie, le traitement de la pandémie, s'il vous plaît. Utilisons les beaux mots, parce que vraiment c'est. Oui, disons la gestion. Parce que en termes de pandémie, le ministère d'Israël a dit il y a quelques jours, a avoué que finalement combien y avait-il eu de morts de moins de 50 ans sans comorbidité du Covid, morts du Covid quand vous aviez moins de 50 ans. Quel est le chiffre? 0. Si ça c'est une pandémie, alors on n'a pas les mêmes définitions. Est-ce que quand même, dernière question, une catégorie de la population qui avait avantage à prendre le vaccin, ARN ou non, je pense aux obèses et aux diabétiques, par exemple en Amérique latine, qui ont manifestement été frappés par le COVID-19, la COVID-19, c'est le mot féminin. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'on a la rage, on féminise alors. Mais quand même, on est quelqu'un qui boit 2 litres de Coca-Cola par jour en Amérique latine depuis 40 ans. Est-ce qu'il doit appuyer 50 ans? Est-ce qu'il était mieux quand même de prendre la vaccination ou on n'a pas les retours qui vont dans ce sens-là, hein, parce que effectivement, au niveau système immunitaire, en fait, on s'aperçoit que nos anticorps peuvent devenir facilitants au lieu de neutraliser, ce qu'on a appelé le phénomène d'ADE. Qu'on connaissait comme ce phénomène-là, qui s'appelle Antibody Dependent Enhancement, et en fait, qui fait que vous êtes plus prone à avoir la maladie. Et qu'est-ce qu'on a vu effectivement, dans la population, les chiffres à niveau du ministère d'Israël sortaient que dans les 15 jours qui suivaient la vaccination, vous avez 11% de Covid positifs. Donc en fait, vos chances de tomber malade, elles étaient finalement augmentées par la vaccination. Et pourquoi? Ça s'explique très bien. Hein. Ça s'explique parce que vous produisiez la protéine spike, que du coup la protéine spike, elle est reconnue dans votre corps comme étant le virus, donc s'ensuit une espèce de cascade inflammatoire, etc. Et donc il y a une espèce de logique à tout ce qu'on est en train de raconter. Donc non, pour le moment, on n'a pas encore on reste dans le déni en grande partie, là. Oui, on reste dans le déni des résultats parce qu'on veut pas les regarder tels qu'ils sont, mais je crois qu'à un moment, vous savez, je reviens dans mon livre, je sais pas si vous avez vu cela, où je dis, mais finalement, attendez, je vais revenir parce que je trouve que ça a un peu édifié tout le monde parce que personne n'a pu rien me dire à ça. Hein. J'ai jamais été critiquée. En fait, les critiques que j'ai eues dans la presse, au niveau scientifique, d'abord, il y a eu, à part 2 scientifiques dont on connaît le nom, qui ont osé s'exprimer en émettant des réserves sur 1 ou 2 articles dans un cas, ou sur philosophiquement le fait qu'on accepte des effets secondaires. Tous les autres ont été anonymes, si tant est qu'ils aient existé. Donc ça, j'ai pas eu de position scientifique à mon livre. Non, c'est un peu factuel, un peu trop factuel pour cela. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid?
Non. Non, ça c'est sûr que non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. Est-ce que le vaccin a empêché ou a arrêté l'épidémie? Non, non plus. Donc, est-ce que ça a empêché de se réinfecter par le Covid? Non. Donc, en fait, on voit bien, quand vous me disiez par rapport à une catégorie d'obèses ou autre, qu'il n'existe pas de justification à cette vaccination Covid. Et là, je parle au-delà d'ARN messager, effectivement. Oui, oui. Docteur Henri Oncourt, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir merci. accepté l'invitation. Merci beaucoup.